bienvenue dans cette édition estivale de Maxi Test. Alors, été oblige, nous allons vous proposer aujourd'hui une compilation des modèles qui ont marqué ce début d'année. Tout de suite, découvrons le sommaire en images. Dans ce numéro de Maxi Test, retrouvez l'essai de la Citroën C4 Cactus, de la Peugeot 308 SW, du Dacia Duster, de la Toyota Verso, de la Seat Leon Cupra et de la nouvelle gamme Renault Mégane. En son temps, cette vénérable Renault 5 Turbo était elle aussi une nouveauté. Au début des années 80, pour être précis. Eh bien, nous allons voir qu'elle est également l'inspiratrice d'un modèle à venir de chez Renault. Mais tout de suite, en route pour notre premier essai. Citroën pique votre curiosité avec la nouvelle Cactus que nous essayons immédiatement. Révolutionnaire. Ce mot a marqué l'histoire de Citroën avec la X et le constructeur aimerait bien communiquer de nouveau en ce sens. C'est la C4 Cactus qui annonce un nouveau virage de la marque qui va devoir assumer cette lourde tâche. Ce dont on est sûr au premier regard, c'est que ce Cactus apporte un certain vent de fraîcheur. Il n'y a rien de comparable sur le marché, mais elle dispose pourtant d'un volant, de pédales, d'une clé de démarrage. Alors en quoi se démarque-t-elle ? Les traits sont plutôt simples, avec un respect de l'identité Citroën actuelle, se caractérisant par des feux de jour horizontaux et les principaux dans le bouclier. À l'arrière, on trouve de simples blocs carrés reprenant toutes les signalisations lumineuses nécessaires. Il en ressort un faux air de petit SUV urbain ou de compact surélevé. Il n'en est rien, puisque l'auto ne dépasse pas les 1,48 m de hauteur. À titre de comparaison, une C3 mesure 1,53 m. Et puis il y a bien sûr les airbums qui, à eux seuls, donnent le sentiment d'un véhicule au dessin plutôt torturé sous certains angles. Pour la continuité du design au niveau des vitres et pour d'autres obscures raisons, la C4 Cactus se dispense de fenêtres ouvrantes à l'arrière. La question ne se pose pas dans un coupé, seulement quand on dispose d'une porte, on s'attend à pouvoir baisser le verre. L'habitacle mélange aussi les genres avec une présentation qui s'avère particulièrement moderne. Le siège est moelleux et permet de contempler deux écrans. Un à affichage numérique, en lieu et place des compteurs, où apparaissent les informations essentielles, l'autre piqué à la C4 Picasso qui permet le contrôle de la climatisation, de l'audio ou du GPS. La plupart des panneaux sont faits en plastique dur et sonnent plutôt cheap, cela tranche avec l'aspect haut de gamme des poignées de porte, façon maroquinerie, ou le couvercle de boîte à gants. Cette dernière dispose d'une capacité confortable. Le coffre propose une considérable capacité de rangement, mais la banquette se rabat d'une seule pièce. Avouons qu'au quotidien, nous utilisons rarement, voire jamais, la banquette fractionnable. Au volant, la conduite n'a rien de low cost. On se surprend à constater que les 110 chevaux de notre moteur essence menent notre C4 Cactus sans sourciller. Le secret se cache dans la chasse au poids, avec à peine 1000 kg à tirer dans notre configuration. L'auto ne manque donc pas de nervosité, et la direction consistante ne donne pas le sentiment de conduire une citadine bas de gamme. Notre C4 Cactus, à la plateforme de Peugeot 2008, s'avachit plus sur ses appuis, semble aussi moins rigoureuse, mais ne pénalise aucunement le confort. Le niveau d'insonorisation en retrait par rapport aux concurrentes de ce gabarit démontre là aussi que Citroën a économisé quelques kilos sur la balance, également dans ce domaine. Les consommations ont été constatées entre 5 et 6 litres tous les 100 km. En revanche, contrairement au message que tente de faire passer Citroën, les tarifs ne reflètent pas l'esprit essentiel. En fait, on navigue sur une grille en rapport avec les Renault Captur et Peugeot 2008, les rivales nationales plus huppées. Toutefois, la C4 Cactus apporte un vent frais par son originalité et sa personnalisation, bien plus visible que ses concurrentes.
Certes, la voiture arrive tout juste sur le marché, pourtant elle se démarque, intrigue, surprend tous ceux qui croisent sa route. Globalement, les avis la trouvent mignonne et cool. On s'attend donc aussi à se voir surpris par les types de clientèle, sans doute très différents. Chez Peugeot, la star de l'année a été la 308 et sa déclinaison grecque, la 308 SW. Les crossovers ont pris d'assaut le marché des véhicules aptes à transporter enfants et valises sur la route des vacances. Mais les adeptes des autos un peu plus basses, sachant concilier au mieux volume de coffre et tenue de route, sont encore là. Et pour eux, Peugeot propose la 308 SW. Visuellement, on a toujours affaire à une 308. L'agressivité contenue dans les traits demeure donc au bénéfice d'une allure plus statutaire et sans verser dans la caricature. Les feux légèrement effilés et la calandre chromée renforcent la montée en gamme voulue par le constructeur. Le plus dur était donc de réussir à intégrer le coffre sans dénaturer la ligne de l'auto. Pour cela, les designers de Peugeot ont cassé l'effet souvent cubique de ce genre de véhicule en donnant l'illusion d'un profil en pente vers l'arrière grâce à un dessin de vitre plus dynamique et un haillon qui n'a rien de vertical. Et cela fonctionne bien. En termes de cote, la 308 SW s'allonge de quelques 33 cm, au bénéfice bien entendu en premier lieu du coffre, dont la capacité passe à 660 litres, soit 240 litres de mieux que la berline. On monte même à 1775 litres banquette rabattue, permettant à Peugeot de dépasser sa rivale favorite, la Volkswagen Golf. À bord, en dehors d'un peu plus d'espace aux places d'arrière, rien ne change. Le tableau de bord reste le même et embarque avec lui le petit volant et les compteurs surélevés. Certains conducteurs s'en plaignent, mais disons-le, pour nous c'est tout bon. Notre modèle est équipé d'un 2 litres diesel baptisé Blue HDI de norme Euro 6. Ce bloc de nouvelle génération amène Peugeot dans une nouvelle ère avec toujours plus d'efficience pour une consommation et des émissions toujours plus réduites. En termes de chiffres, celui-ci développe 150 chevaux et un couple maximum de 270 Nm à 2000 tours minute. Il effectue le 0 à 100 en 8,9 secondes et propose une vitesse maximum de 210 km/h. La consommation en cycle mixte est annoncée à 4 litres au 100 km. À titre de comparaison, le 2 litres TDI du groupe VV à la norme Euro 5 offre des performances équivalentes pour logiquement une dépollution inférieure. À la conduite, ce moteur fait oublier les précédents HDI avec un couple plus présent et à la clé des reprises toniques. En outre, Peugeot profite de la commercialisation de la 308 SW pour lancer sur son catalogue une nouvelle boîte automatique EAT6. Enfin, on dit au revoir et à jamais à la BMP6. Malgré son principe de fonctionnement à convertisseur, on se rapproche très clairement en termes d'agrément d'une boîte à double embrayage de type DSG. En fait, si nous ne le savions pas avant de se mettre au volant, on ne détecterait pas à l'usage la différence entre les deux. En outre, le train arrière adapté pour supporter des chargements plus lourds profite au dynamisme, voire à la sportivité de cette 308 SW. La direction plutôt bien calibrée et à l'assistance pas trop artificielle donne le sourire derrière le volant. Sans aucun doute, dans cette configuration de moteur et de transmission, on tient avec cette 308 un des modèles les plus agréables à mener de sa catégorie, Premium Accent. Le best-seller de Dacia ne s'est pas laissé faire en ce début de saison. Véritable succès pour Dacia, le Duster voit aujourd'hui arriver ses premières évolutions. La recette étant gagnante, hors de question de tout changer. Quelques subtiles modifications apportent un coup de jeune et on note surtout l'apparition du TCE 125 chevaux qui prend place sous le capot.
Si l'allure générale ne change pas, on pourra tout de même distinguer facilement le nouveau Duster grâce à sa calandre dont la double barrette complexe chromée participe à une impression générale plus cossue. Les blocs optiques ne changent pas de forme, mais leur intérieur est redessiné. Il reste pour autant basique avec des ampoules classiques. Ici, point de LED. Il en va de même pour les feux arrière. Enfin, les barres de toit sont également redessinées. Toutes ces modifications sont légères, mais suffisent à bien différencier ce Duster nouveau cru. L'intérieur évolue avec de nombreux changements, conçus pour ne pas faire exploser les coûts de développement. Les commandes de vitres électriques sont déplacées sur les contreportes et la console centrale adopte un dessin vertical. En option, le Duster peut recevoir un écran tactile avec le système MediaNav. Il s'avère cependant bien mal placé, très bas sur la console. Un choix orienté par des contraintes économiques. Il a cependant le mérite d'être intuitif et de proposer toutes les fonctions utiles. Au quotidien, le Duster est plutôt agréable à vivre avec de nombreux vide-poches ajoutés sur la planche de bord. Le grand volume de chargement allant de 475 litres à 1636 litres sur la version 2 roues motrices est toujours de la partie. Le nouveau Duster peut recevoir, selon les versions, un limitateur régulateur de vitesse au volant, un radar de recul, ainsi que des équipements de sécurité tous de série dès l'entrée de gamme comme l'ESP, l'ABS, l'aide au freinage d'urgence, ainsi que 2 airbags latéraux qui viennent s'ajouter aux 2 airbags frontaux déjà présents. Sous le capot, le TCE 1,2 litres de 125 chevaux fait son apparition et s'avère une véritable alternative aux habituels diesel des SUV. Avec une consommation annoncée à 6,3 litres au 100, ce TCE se montre à la fois péchu et sobre. Gros point positif, il dispose d'une chaîne de distribution, ce qui garantit presque l'absence de panne de ce côté tout au long de la vie du véhicule. Sur la route, ce TCE est discret grâce à une insonorisation revue. La boîte à 6 rapports se montre bien étagée. Son couple de 205 Nm est disponible très bas et le poids reste contenu malgré l'ajout d'équipements. Sur la route, ce Duster est agréable à conduire malgré un roulis présent quand les virages s'enchaînent. Les suspensions filtrent correctement les imperfections sans être trop souples. On notera tout de même une tendance sous-vireuse que l'électronique viendra corriger. Même en version 4.2, le Duster reste un bon tout-chemin. Sa garde au sol de 210 mm l'autorise à passer un peu partout et son poids contenu évite de s'embourber à la première difficulté. Cependant, pour ceux qui veulent réellement faire du franchissement, il faudra se diriger vers les versions 4x4 et leur équipement spécifique. Simple et bien conçu, le Duster conserve le meilleur rapport prix-prestation de la catégorie des SUV et 4x4. Le seul regret est que ce TCE 125 est vendu à 600 € de moins par rapport au DCI 110, ce qui, avec les 500 € du malus 2014, les met au même prix. Pour tout le reste, on attend toujours un concurrent. Chez Toyota, le Verso a évolué pour toucher une cible toujours plus familiale. Toyota a renouvelé son Verso. Le style plus dynamique et sportif devait redonner un gain de popularité à ce modèle familial par excellence. Mais à l'image un peu terne. Cette première étape franchie, il était temps de passer à la phase 2, faire évoluer la gamme, et cela se fait aujourd'hui avec l'arrivée d'une nouvelle motorisation diesel de 112 chevaux. Après avoir annoncé l'arrêt de la fabrication en nom propre de moteurs diesel, la marque japonaise s'est tournée vers BMW pour la fourniture de ce type de motorisation. Le Verso est ainsi le premier modèle à recevoir une mécanique bavaroise. Légèrement retouché par Toyota, ce 1,6 litre est assurément le meilleur bloc diesel qu'ait jamais reçu le Verso. Souple à bas régime, volontaire pour prendre des tours, il se montre un peu plus bruyant et ne vibre pas.
Un petit exploit lorsque l'on a déjà essayé ce moteur disponible sous le capot des Mini et des BMW série 1. En revanche, ses 112 chevaux et ses 270 Nm semblent un peu à la peine pour mener les 1460 kg à vide de l'auto. L'étagement long de la boîte ne l'aide pas dans l'exercice des reprises. Du coup, on se surprend à rétrograder plus que la normale, et c'est la consommation qui en pâtit. Comptez entre 7 et 8 litres au 100 en conduite tranquille. Si on veut trouver un défaut, ce ne sera pas du côté de cette nouvelle mécanique, mais plutôt du prix. Bien conçu, mais très sage, avec une finition qui demeure un petit cran en dessous de celle des références de la catégorie, le Verso aurait pu afficher des tarifs un peu plus agressifs. Le rapport prix-équipement reste cependant bon. Avec un moteur BMW sous le capot, on aurait pu espérer que le Verso gagnerait la touche de fantaisie qui lui manque. Mais il demeure sérieux, recommandable et sans aucun doute fiable. Tout ce qui fait l'image de Toyota, le petit grain de folie attendra. En faisant parler la poudre, la Seat Leon Cupra s'est imposée comme une nouvelle référence sportive. Seat Liberiq est la marque jeune et dynamique du groupe Volkswagen. Il aurait donc été dommage que son modèle phare ne dispose pas d'une version vitaminée. La Seat Leon se dote ainsi d'une déclinaison Cupra proposant 265 ou 280 chevaux sous le capot. La Seat Leon de base affiche déjà un look sportif. Reconnaître cette version Cupra du premier coup d'œil ne sera donc pas évident. Il y a bien le petit écusson incrusté dans la calandre, mais cela reste discret. En revanche, on dit au revoir aux anti-brouillards qui laissent place à une surface en nid d'abeille permettant à l'air de circuler et de refroidir plus facilement le système de freinage. En échange, les phares Pasto Full LED, 2 séries sur cette gamme. Les lignes tendues de la Seat Leon contribuent à cette image sport et jeune. Sur cette Cupra, on note aussi les étriers de frein rouges et les jantes de 18 pouces spécifiques. L'arrière de l'auto est un peu plus parlant, on remarque facilement la double sortie d'échappement et le diffuseur, symbole de la sportivité de ce modèle. Un insert noir supplémentaire est également présent, tout comme de nouveau le petit logo Cupra. Si nous avons opté pour une version 3 portes au dessin plus sportif, il faut noter que la Leon Cupra est également disponible en version 5 portes, un peu plus familiale dans l'âme. Au moment de monter à bord, on remarque de nouveau le logo Cupra sur le seuil des portes. Le tableau de bord est très Volkswagen, sobre, bien construit et totalement triste. Aucune couleur ne vient égayer cette version. Heureusement, le volant se dote d'une surface perforée pour une bonne prise en main et est agrémenté de surpiqûres blanches. Et surtout, les sièges baquets confirment la vocation sportive de l'auto. Le conducteur bénéficiera également d'une vue sur un compteur gradué jusqu'à 300 km/h et d'une zone rouge démarrant à 6500 tours minute. Nous avons pris la version la plus soft avec le 2 litres TSI de 265 chevaux. La Seat Leon Cupra bénéficie bien sûr de la plateforme MQB ainsi que d'un différentiel autobloquant. Comme pour la Golf, cette plateforme technique est très efficace, bien qu'un peu trop neutre en sensation pour un modèle sportif. Reste que nos bourrins favoris répondent bien présents et permettent à notre version en boîte manuelle d'effectuer le 0 à 100 km/h en 5,9 secondes. La Cupra dispose également d'un couple de 350 Nm sur une plage allant de 1750 à 5300 tours minute. Pour répondre au doigt et à l'œil, la Seat intègre le système Cupra Drive Profile qui permet d'adapter la réponse de l'accélérateur, la fermeté de la suspension active DCC et la réactivité de la direction progressive. Pour les modèles équipés d'une boîte DSG, on pourra également choisir 3 modes de fonctionnement, confort, sport ou Cupra. Avec ces réglages, on pourra rendre notre monture plus docile au quotidien ou délicatement plus sauvage.
Même si on aime jouer du levier, la boîte DSG est hautement recommandable. La commande de boîte manuelle manquant d'un peu de précision pour être totalement agréable à utiliser. On notera que la consommation reste raisonnable pour ce modèle, avec un 8 litres au 100 affiché en fin d'essai. Nous avons également effectué quelques tours de piste avec la version 280 chevaux. L'occasion de voir que la différence entre les deux motorisations n'est pas flagrante. Et même si la piste n'est pas son terrain de jeu au quotidien, avec quelques signes de fatigue des freins après 4 tours d'attaque, l'auto dispose d'un comportement très sain qui permet de la pousser loin, avec même quelques prises de risque en virage qui donnent des sueurs plus au conducteur qu'au châssis. Si elle reste une sportive discrète, la Seat Leon Cupra n'en est pas moins très efficace grâce à ses technologies modernes issues du groupe Volkswagen. Elle vient jouer dans la cour des Ford Focus ST, Renault Mégane RS et bien sûr de sa sœur la Volkswagen Golf GTI. Si elle ne bénéficie pas de la même image que ces modèles, il ne faudra pas s'y tromper. Elle offre de grandes qualités et le style actuel de Seat sera convaincre bien des acheteurs. En début d'année, Renault a donné un coup de jeune à sa gamme Mégane. Renault propose un coup de jeune à son cabriolet Mégane, et c'est sous un ciel couvert que nous l'avons découvert. Donc sans rouler à découvert. Qu'à cela ne tienne, ce modèle ne change pas fondamentalement, mais s'harmonise avec le reste de la gamme en adoptant une nouvelle calandre, symbole du style créé par Lorenz van den Acker. L'ensemble bouclier phare grille est ainsi modifié. Nous n'irons pas crier au génie, mais cela donne plus de personnalité à la voiture sans la rendre agressive pour autant. Le reste de la ligne sera au goût de chacun, la Mégane conservant pour atout son toit vitré en dur. Les adeptes de la toile trouveront forcément leur plaisir ailleurs. Les cabriolets sont des voitures plaisir, on peut donc se demander dans le contexte actuel comment se porte ce secteur et quelles sont les attentes des clients. Alors sur un marché français qui a connu une année 2013 un petit peu compliquée, on a un marché du coupé cabriolet sur le segment C qui a plus souffert que le marché puisqu'il est en baisse de 26% quand le marché français a été quasiment au même niveau que l'année dernière. La berline avait déjà eu droit à son facelift, mais accueille un changement sous le capot, le moteur TCE 130 avec la boîte double embrayage EDC est désormais disponible sur le modèle. La promesse du constructeur est celle de rapports courts, de bonnes reprises et d'un 0 à 100 en 9,5 secondes. Ainsi équipé, on dispose d'un couple de 205 Nm à 2000 tours minute. En pratique, cette configuration s'adapte bien à une utilisation de la Mégane en grande routière. On adopte une conduite coulée, et s'il ne faut pas chercher ici un coup de pied aux fesses, les reprises sont tout à fait correctes pour doubler en toute sécurité. On ressent cependant un petit creux lors des changements de rapport, que l'on pourrait souhaiter moins perceptibles. Avec son châssis tenant encore largement tête à des plateformes plus modernes, ces changements assurent à la Mégane encore de beaux jours. Et peut-être finira-t-on par voir l'ensemble TCE 130 et boîte d'essai sur la Mégane cabriolet pour obtenir le meilleur des deux mondes. Nous terminons cette émission toujours depuis l'atelier Renault en présence d'une future star, la nouvelle Twingo. Les amateurs reconnaîtront les lignes de son illustre devancière vue en début d'émission, la Renault 5 Turbo. Alors pour la découvrir plus avant, nous vous invitons à un essai routier à la rentrée. D'ici là, passez un bel été, à bientôt sur l'antenne de Motors TV.